Notre claim to fame, dans le fond, nos grandes lignes d'affaires, c'est surtout en export. On fait beaucoup de LED. On est vers le Québec, le principal fabricant de LED qui livre ici au Québec déjà. Donc, on fait même notre propre assemblage de LED. On a une usine d'écran LED, excusez-moi, à l'intérieur et extérieur à Shanghai. Pourquoi un Canadien aurait une usine où serait bon en LED à Shanghai? Bien, une des raisons, c'est que vous pouvez imaginer que faire du LED, surtout l'installer à l'extérieur ici au Canada, c'est pas avec le sel, avec les écarts de température, avec les hivers, le gel dégel, c'est des spécifications techniques qui sont très, très spécifiques au Canada. Donc, c'est ce qui nous a permis, dans le fond, de développer nos propres produits, notre propre technologie. Mais en 2015, j'ai créé Simon aussi. Donc, Simon, ça, c'est une entité qui vise à aider les entreprises canadiennes à rentrer dans le marché chinois. On a quand même beaucoup de clients en Market Entry. On a plus d'une trentaine de clients en Market Entry. Notre claim to fame, c'est le fait qu'un de nos clients, c'est Cirque du Soleil. Donc, Cirque du Soleil, on a signé un contrat, dans le fond, de gestion des opérations du Cirque du Soleil. Ça fait déjà 1 an et demi. Donc, avec Cirque du Soleil, on offre un paquet de services d'immigration, import, support technique, gestion des ventes. On fait leur comptabilité, leur légal, du support technique aussi qu'ils ont besoin, parce que c'est que, comme vous pouvez imaginer, quand ils rentrent à quelque part, c'est toujours très gros, dans le fond. Une ville du Cirque du Soleil, un Big Top, c'est environ 10 millions de dollars. Un projet, là, ça c'est une ville, un Big Top. Donc, c'est environ 130 employés qui vont rentrer, mettre des performers, des supports techniques, comme c'est disruptive, dans le fond. Donc, quand Cirque du Soleil décide d'aller dans une ville comme Changsha en Chine, il y a énormément de travail à faire, c'est le genre de choses que nous on fait avec eux. Mais de façon générale, on aide beaucoup les entreprises canadiennes et québécoises à pénétrer le marché chinois. Toujours sur. J'essaie de vous convaincre que la Chine, ça vous l'avait dispensé, ça fait qu'on continue pour la prochaine slide. Donc, mais une des particularités de la Chine, c'est que c'est un marché qui est très, très en ligne, qui est très, très mobile, beaucoup plus ici, dans le fond. On pourrait dire que pour comprendre la Chine, il faut d'abord comprendre tout ce qui se passe sur les téléphones mobiles. Voyez-vous, actuellement, le e-commerce a déjà, selon les domaines d'activité, mais au global, 25% des transactions, près de 25% des transactions sont déjà faites en ligne, dans le retail. Dans certains domaines, c'est au-delà de 60%. Donc, dans le vêtement, certaines autres zones, là, les gens, en fait, achètent beaucoup en ligne, en Chine, plus qu'ailleurs dans le monde. Un autre mythe qu'on va essayer de déconstruire ensemble aussi, c'est que la Chine, c'est des copieurs, ils ne sont pas innovants, tout ça. Attention, la Chine, dans le fond, actuellement, développe vraiment sa propre technologie. Puis, il y a des choses très concrètes, comme par exemple, même au niveau international, actuellement, il y a 4 fois plus de brevets en AI qui sont déposés en Chine et de 3 fois plus de blockchain que les Américains. Donc, j'ai pas mis les Canadiens, j'essaie de vous préserver parce que nous, on a devenir dans les airs, mais quand même, juste pour dire que, soudainement, on le voit qu'il y a beaucoup aussi d'investissements qui se fait dans le domaine de la technologie en Chine. On va le voir un petit peu plus tard quand on va parler de trade war, mais la Chine, déjà, c'est le plus grand marché du monde pour les véhicules électriques. Et la majorité des véhicules électriques qui sont achetés en Chine sont fabriqués en Chine par des fabricants chinois avec la technologie chinoise. Donc, dans certains secteurs d'activité, même qu'on pourrait dire d'avenir, qu'on ne penserait pas, on penserait Tesla, peut-être même certains fabricants plus conventionnels. Mais en fait, dans le domaine du véhicule électrique, la Chine est déjà en avance. C'est sûr que vous allez. Ici, c'est différent, ça, c'est de moins en moins vrai. Je me rappelle, il y a 1 an ou 2, nous, dans le fond, les transactions en Chine, dans les dépanneurs, l'équivalent des dépanneurs en Chine, la presque totalité des transactions, plus de 80% des transactions sont déjà faites cashless. Donc, si vous êtes dans la file là, au dépanneur, vous sortez votre billet, là, vous allez, les gens vont vous regarder comme ça, parce qu'en fait, la majorité des transactions sont vraiment faites sans fil. Des choses peut-être intéressantes pour les ingénieurs, mais mettons, les trains haute vitesse, c'est déjà le plus grand. Il n'y a plus de lignes en kilomètres de train de vitesse en Chine qu'il y en a à travers le monde. C'est le plus utilisé, c'est le plus rapide. Et puis, on va parler de vitesse, dans le fond, dans ça. Tout ça pour dire qu'une des choses que je veux vous dire pour le vivre de l'intérieur, c'est important. Le principal risque qu'on a comme ingénieur, comme Canadien, aux gens d'affaires ici,
c'est de prendre pour acquis que la Chine sont un peu en retard, ben, c'est pas tout à fait technologique, tout ça. En fait, c'est plus du tout ça déjà aujourd'hui en termes de capacité économique, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'innovation. Donc, il faut plus se mettre dans un état d'esprit qu'il faut rentrer dans le marché, il faut vraiment, dans le fond, c'est un marché quand même assez agressif en termes de business, mais pas prendre pour acquis que juste parce qu'on est Canadien, qu'il va être content de nous voir et qu'il va acheter nos produits. Donc, sur le sujet de la vitesse, justement, si on parle de quelqu'un qui est une entreprise qui est déjà en Chine, de façon générale, on sent que le Canada, on a quand même un petit niveau de confort additionnel quand on est en affaires. Si on a une nouvelle technologie, un nouveau, mettons, business model qu'on a développé, en général, mettons, si vous avez, je ne sais pas, un nouveau taxi vert, par exemple, vous avez trouvé un concept, vous avez un nouveau taxi électrique dans votre ville, à Montréal, par exemple, bien, ici au Québec, si votre modèle d'affaires va bien, bien, grosso modo, c'est comme bravo. Vous avez réussi, vous allez faire votre argent, les gens vont hésiter. Il y a comme un ego là, qui fait que les concurrents vont hésiter à vous concurrencer dans le domaine dans lequel vous êtes. En Chine, si ça arrive, c'est la guerre. Dans le fond, si vous réussissez à trouver, à démontrer que le nouveau business model, il y a une nouvelle technologie, que vous avez avancé sur le marché, vous avez démontré qu'il y a de l'argent à faire là, immédiatement, il y a une inondation de concurrents, de produits dérivés, etc., qui vont arriver avec vous. Donc, il faut toujours être dans un état d'esprit que les choses se passent beaucoup plus rapidement. Des fois, ça nous aide aussi. Mais il faut juste garder ça en tête. Une des choses qui arrive souvent, là, je vous parle comme une personne d'affaires, mettons, qui aurait une entreprise comme ici au Canada et qui aurait un bureau en Chine, c'est que de façon générale, le bureau en Chine trouve que le bureau canadien ou le bureau headquarter va trop lentement. Les décisions ne se prennent pas suffisamment vite. Il y a beaucoup d'exemples en Chine, par exemple, je ne sais pas concrètement, dans notre building, il y a un subway. Il y a un subway, il est là, mais là, il a laissé tomber la franchise parce qu'il était frustré qu'il n'y avait pas assez de nouveautés, il n'y avait pas assez de nouveaux produits, les sandwichs n'allaient pas assez vite, il n'était pas adapté à la Chine. Donc, il a décidé il a encore son kiosque, il a enlevé le Go Subway, il a parti sa propre petite sandwicherie, là, il fait ses petits sandwichs spéciaux, etc., avec les plus épicés, etc. Donc cette notion de vitesse-là est importante là, par rapport à la Chine avec le Canada. Moi, je dirais en affaires, moi, je pensais plus à Call of Duty qu'un gentleman chess match. Là. En Chine, c'est ça, là, ça tire de partout en arrière, en haut, en avant. Puis vous aussi, dans le fond, donc c'est un climat, je veux dire, le reward est plus gros, là, dans le fond. Si vous réussissez, le marché est plus grand, il y a de l'argent dans le marché, mais de façon générale, c'est sûr que c'est un climat d'affaires qui est beaucoup plus agressif. J'ai mis un peu l'emphase là-dessus tout à l'heure, mais de façon générale, les entreprises chinoises, en fait, sont de plus en plus créatives, surtout dans leur marché local. Donc, il y a beaucoup de produits qui n'ont pas encore percé vers le Canada, vers les États-Unis, parce qu'il y a encore beaucoup de, je dirais, c'est un peu stigmatisé, on sait la Chine, d'ici, j'entendais même sur la radio, on en a ici, ouais, on sait, la Chine, c'est des pollueurs, c'est des copieurs, vraiment comme ça, là, sur la route, pendant que je suis ici. Puis personne ne contredit ça, c'est comme une réalité, dans le fond, qu'on se dit, regarde, c'est des copieurs, c'est pollueurs, puis c'est pas menaçant. La réalité, c'est que la Chine, ça bouge très rapidement. Eux, ils ont 1,3 milliard de population. Il y a de l'innovation. Vous savez qu'on ne peut pas utiliser Facebook, Google, mais c'est pas dry and boring. Là. Il y a d'autres technologies qui ont pris la place de ces grands joueurs-là en Chine. L'exemple que je dis souvent, c'est que la Chine, c'est comme imaginez dans le fond qu'il n'y a pas les. Tu sais, c'est comme des prédateurs finalement, là, quand vous avez corporativement parlant, Facebook, Google. La Chine, c'est comme l'île Galapagos. Il n'y a pas les gros, par rapport à la technologie en ligne, il n'y a pas les gros joueurs qui menacent dans le fond l'innovation. Vous savez qu'il y a toute une floraison de différentes applications, de choses qui sont différentes. Pour l'instant, c'était peu adapté dans le fond au marché international. Vous allez voir tranquillement, c'est des choses qui vont rentrer ici. Et que certainement, vous, si vous voulez rentrer en Chine avec votre propre technologie ou vos idées, il faut être très innovant et pas s'attendre à ce qu'une petite innovation ici soit si unique dans le fond du côté chinois. Si vous voulez faire affaire en Chine, surtout, puis je vais quand même adapter le discours à votre réalité. Moi, d'après moi, il y a des chances que certains d'entre vous vont vous retrouver dans des grandes entreprises. OK, ça serait une réalité. Mais il y a d'autres personnes ici qui vont vouloir partir leur propre entreprise. Donc, ce serait peut-être une petite entreprise,
une PME qui va faire affaire en Chine. Si c'est le cas, si vous avez une petite entreprise et que vous croyez vraiment que votre produit ou votre service aurait du marché en Chine, inévitablement, vous allez devoir trouver un partenaire chinois. Donc, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, par rapport à ça, j'ai certains conseils à vous donner. Comment trouver un bon partenaire chinois? Un partenaire, ça peut être un co-investisseur, ça peut être un client, ça pourrait même être juste un fournisseur de produits, ou peut-être une entreprise comme nous, un facilitateur. Donc, une des choses qu'on voit beaucoup, c'est mon premier point, c'est que, bien évidemment, si vous voulez trouver un partenaire, il y a de chances que vous allez avoir à vous en aller en Chine. La Chine, surtout les premières fois qu'on les voit, c'est très overwhelming. C'est spectaculaire, c'est rapide, c'est pas tout à fait la perception souvent qu'on a avant d'y aller. Donc, souvent, j'arrive le vendredi, je parle avec l'entrepreneur qui est là déjà depuis 2 semaines. Puis, finalement, quand hey, la Chine, c'est incroyable, tu sais, je suis pas OK. As-tu rencontré des partenaires? Allez-vous négocier? Allez-vous essayer de faire des choses? C'est comme, c'était faux que la probabilité que vous trouviez un partenaire, un bon partenaire, c'est déjà difficile. Si vous y allez par affaire, prenez donc le temps de vous préparer. Faites du due diligence, parlez à des gens qui sont là-bas, des contacts, des amis, peut-être même le gouvernement, puis restez focusé sur trouver un bon partenaire pour vous. C'est vraiment dommage parce que ce que je vous dis, c'est un peu ironique, mais c'est tellement vrai que c'est trop courant qu'on voit des entreprises sur notre délégation, ils ont passé 50% de leur temps à regarder des politiciens parler dans un meeting, un autre 25% à se promener et aller voir la muraille de Chine. Et finalement, ils ont passé sur 2 semaines, 1 heure à essayer de trouver un partenaire potentiel. Tu retournes au Canada, surprise, le partenaire potentiel qu'ils ont trouvé, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient besoin. Puis, ultimement, ça crée du dommage pour votre entreprise. Une autre chose que vous devez comprendre, c'est que ça devient un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais essentiellement, l'argent en Chine, ça se fait sur le real estate. Okay? Imaginez une ville comme Shanghai, là, en 12 ans, la valeur des maisons a fait x10, x10. Okay? Donc, ce qui veut dire que, mettons, que vous auriez acheté un condo à Shanghai, je ne sais pas, 150 000 condo bâtiment, il n'y a pas si longtemps, 2008, genre. Aujourd'hui, ça vaut 1,5 million US. Si ça donnait juste que vous avez anticipé le moindrement, que beaucoup de gens ont anticipé que ça serait peut-être un bon marché, mais j'en ai acheté une deuxième, soudainement vous êtes millionnaire. Si vous êtes dans une situation, et puis là, vous êtes millionnaire, la deuxième chose, là, vous émigrez vers le Canada ou autres. Donc, dans le fond, vous avez fait beaucoup d'argent très rapidement, surtout dans les grands centres. Dans le domaine immobilier, c'est la même chose. En fond, les entreprises, que ce soit des contracteurs généraux, que ce soit des gens qui sont actifs dans tout ce qui touche le real estate, évidemment, quand une création de valeur si rapide et si gigantesque, ça fait que les gens qui ont été impliqués à quelque niveau, que ce soit dans le real estate, c'est des gens qui étaient dans l'immobilier. Est-ce que c'est un mystère que l'investisseur qui a acheté des bancs dans le ciel du soleil, c'est une compagnie dans le domaine du real estate? Non, ça n'en est pas une. C'est ce qu'on vient de dire. L'argent, le gros argent, des milliards de dollars, en majorité, que ce soit à titre personnel ou à titre corporatif, c'était fait dans le real estate. Mais qu'est-ce que ça génère en deuxième temps, cette situation-là? Ça fait que les gens qui ont l'argent, mettons si on regarde l'exemple de l'entertainment, parce que c'est là où on est plus actif. Aussi le Québec, on est réputé dans le domaine de l'entertainment. Mais ça fait que le partenaire, en fait, qui investit chez vous, il a l'argent, il a un théâtre, il semble vraiment être le parfait partenaire pour nous, mais en fait, pour vous, il ne connaît pas votre business. L'argent, il ne l'a pas fait dans l'entertainment. Souvent, il ne sait pas comment vendre des billets, il ne sait pas comment faire le marketing, il ne sait pas comment traiter des performers qui doivent avoir des requêtes spéciales, tout ça. Don't start me on that. Mais sur la qualité d'air, sur les gyms, sur la bouffe, etc. Mais toutes ces choses-là, ils ne les connaissent pas du tout. Donc, au moment où tu signes le contrat avec ton partenaire, il faut savoir ça. Donc, il faut focuser sur comprendre que souvent, les gens qui ont l'argent, ce n'est pas nécessairement les gens qui sont dans votre domaine. Mettons, si vous développez une nouvelle technologie, je ne sais pas moi, un bras automatique, par exemple, dans le domaine médical, il y a des bonnes chances que le partenaire que vous retrouviez, surtout si c'est un partenaire qui est actif ici, qui a beaucoup d'argent qui est développé, ça pourrait peut-être être quelqu'un, par exemple, dans le domaine hospitalier. Bien, la probabilité que vous trouviez un partenaire que, en fait, son argent, il a vraiment fait dans, mettons, des prothèses et qui a suffisamment d'argent et d'intérêt pour être capable d'investir dans votre projet, de venir avec vous, ils sont très faibles. En toute probabilité, l'argent, de façon directe ou indirecte, elle va quand même venir du real estate. Donc, gardez juste ça en tête que c'est important de comprendre. Puis,
jusqu'à un certain point, c'est de développer une relation. Parce que normalement, c'est nous l'expert. Dans le domaine de l'entertainment, ben, nous, on est censé savoir. C'est juste de comprendre, de développer la relation avec un partenaire, un vrai partenariat, où il faut voir qu'il ne faut pas avoir l'ego de dire comment ça, mon partenaire ne connaît rien dans le domaine de l'entertainment. Non, c'est pas ça. C'est juste de comprendre nous aussi, on a une expertise. Lui, dans le fond, il y a quand même une connaissance du marché et de ça, puis qu'il faut travailler dans cette. Pour paraphraser ou illustrer, j'ai vu des vidéos que c'était presque comme ça. C'est comme le partenaire chinois, c'est moi, je maîtrise la Chine, je suis le meilleur en Chine, tout ça. Puis là, on dirait que le partenaire américain ouais, ok, ben moi je suis le meilleur au monde, le meilleur. Mais tu sais, c'est pas ça, c'est pas ce niveau de discours-là qu'il faut avoir. C'est ok, crank down the ego meter, là, puis dire, ok, excuse-moi, moi je connais pas la Chine, l'entertainment je connaissais, mais pas en Chine. Laissez la chance à votre partenaire de dire, ben oui, c'est vrai, mais moi, je vais dire, franchement, honnêtement, j'ai construit mon théâtre, j'ai l'argent, j'ai l'intérêt, je connais la Chine à titre de chinois d'être ici, mais le domaine d'entertainment, I'm gonna need your help. C'est le genre de partenariat, de discours qu'il faut avoir avec son partenaire. Donc, toujours dans le même sens de dire, il faut comprendre, tu sais, mettons que vous signez, je ne sais pas moi, toujours dans mon exemple de prothèse mécanique, là, si vous signez une entente avec votre nouveau partenaire qui vend des prothèses mécaniques en Chine, c'est donc comprendre comment il peut-tu vendre des prothèses mécaniques en Chine, y a-tu la compagnie pour faire ça, comment il va faire, c'est quoi son marketing model, c'est quoi les choses, approfondissez ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. L'autre chose aussi que j'aime mettre l'emphase dessus, c'est s'il vous plaît, quand vous allez en Chine, laissez faire, on le voit, là, si vous sortez des livres d'il y a 20 ans, c'est genre, tu t'habilles en chipard, tu présentes ta carte d'affaires comme ça, puis laissez tomber ces affaires-là, c'est pas important. Okay, oui, c'est cute, là, puis ça peut peut-être vous donner quelques petits points for cuteness, là, mais pour le reste, là, dans le fond, restez focus sur le fait que vous avez un partenaire d'affaires. Le principal point de la discussion que vous avez, c'est OK, vous avez une technologie, bon, ben écoute, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai, c'est tangible, ça fonctionne, c'est cost-effective, est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble? Puis vous, restez sur ce mode-là de parler de la même façon avec votre partenaire chinois que vous le feriez avec un autre. Parce que souvent, ce que je vois moi, pour les gens qui veulent rentrer en Chine, c'est comme, ils rentrent, mettons, la compagnie rentre aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un marketing, ils font leur 4P. Super, parfait. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des partenaires, parfait, ils vont acheter un partenaire, ils vont appeler un partenaire, ils vont faire le due diligence sur leurs clients potentiels. Ils vont regarder les sites web, ils vont faire un peu quelque chose qui normalement seront vraiment basiques que tu fais partout. Là, mais la perception des fois de la Chine, c'est que la Chine, c'est tellement différent du reste du monde qu'ils ne font même pas leur 4P, ils ne font pas leur due diligence, ils ne vont même pas voir les adresses des clients, des magasins avec qui ils vont faire affaire. Fait que, tu sais, à the end of the day, si tu réussis à faire les premières étapes simples, oui, c'est plus loin, c'est en chinois, c'est pas en anglais, c'est quand même là que le principal des échecs sont, c'est sur les choses simples, c'est pas sur les choses compliquées. Toujours sur le sujet de votre nouveau partenaire d'affaires chinois. Donc, essayez de le comprendre, lui ou elle, parce que ultimement, ce partenaire-là, votre partenaire d'affaires, il y a des motivations aussi. Là. Il parle à vous. Donc, c'est quoi sa motivation? C'est sûr qu'il y a une motivation pécuniaire, d'argent, on est en affaires, mais au-delà de ça, pourquoi nous, est-ce qu'il y a peut-être l'intérêt pour exporter, pour se développer à l'international, il y a peut-être l'intérêt pour le Canada, peut-être sa fille va aller à ATS, je ne sais pas, essayez de comprendre cette dynamique-là avec votre partenaire, parce qu'une fois que vous avez réussi à comprendre ça, ben, toutes les autres risques d'affaires qui viennent en arrière, mettons, est-ce qu'il va vous copier? Est-ce qu'il va vous copier? Est-ce qu'il va essayer de faire des choses, dans le fond, qui vont à l'encontre de vos intérêts à vous? Mais ça a plutôt tendance à disparaître. Puis la langue, c'est pas fondamental. Il y a des différences culturelles, mais je dirais, je regarde ici, là, puis ça, c'est exactement le crowd, dans le fond, qui peut rentrer en Chine, de ce que je peux voir, parce que regardez, un des éléments les plus fondamentaux pour avoir du succès en Chine, qu'on dit souvent, c'est un terme qui n'est pas technique, que vous ne trouverez pas dans votre livre d'université, mais c'est l'intelligence culturelle. Okay? L'intelligence culturelle, c'est un terme que nous, on a un peu inventé à l'interne, mais qu'on dit, on se fait poser souvent la question du genre, mais écoute, là, moi, je me crée une compagnie en Chine, OK? Puis là, je vais avoir ma petite division en Chine qui va peut-être gérer les opérations, les ventes, peut-être même avoir un entrepôt. La personne qui va être en charge de mon entité en Chine, est-ce que ça devrait être un Chinois? Est-ce que ça devrait être un Canadien? Est-ce que ça devrait être... c'est quoi le profil idéal, en fond, dans ce cas-là?
La réponse, c'est qu'en fait, c'est pas important si c'est un Chinois ou un Canadien ou un Américain ou un gars de la Nouvelle-Zélande ou une fille. Ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui gère les opérations, qui a l'intelligence culturelle, ce skill set-là, d'être capable de faire que, peu importe, dans le fond, d'être capable de voir au-delà des apparences, au-delà, dans le fond, des choses qui sont superficielles et qui ne sont pas fondamentales pour comprendre des vraies motivations, de comprendre la vraie situation dans le fond de votre partenaire, c'est ça ultimement qui va faire votre succès. Si vous avez une attitude du genre on est les meilleurs, on rend service à nos partenaires, même juste à y parler, mais ça ira nulle part, c'est sûr que ça ne mange jamais. Puis, donc, puis l'élément le plus critique, surtout frontline, là, dans le fond, pour les gens en Chine, l'intelligence culturelle, ça peut aller des deux bords. Là. Ça peut être juste, il faut avoir aussi quelqu'un, un partenaire chinois, qui rentre vraiment du côté chinois, qui développe ces relations-là, mais il n'a aucune idée comment dealer avec votre réalité ici canadienne ou américaine. C'est aussi important des deux côtés, donc gardez ça en tête. Une autre chose ici qu'on recommande fortement aux gens d'affaires, c'est qu'en Chine, des fois, comme ailleurs dans le monde, des fois, on va se faire dire ah, c'est la Chine, c'est complètement différent du reste du monde. Vous ne pouvez pas comprendre, donc presque signer ici sans comprendre, là, puis faites-nous confiance là-dessus. Fait que là, ça, écoutez, red flag, parce que il n'y a pas tellement de raisons que vous ne devriez pas être capable de comprendre ce qui se passe en Chine. Puis n'oubliez pas que la Chine, je ne sais pas si vous avez lu The Art of War ou entendu parler du livre The Art of War. The Art of War, le livre qui est à peu près encore une bible en termes de négociation, de stratégie d'affaires. Okay? Mais le livre The Art of War, c'est écrit d'abord par des Chinois qui a 1200 ans. Okay? Ça fait qu'ils savent comment. Il y a 1200 ans, il y avait déjà tous les éléments du Art of War dans leur thinking, dans leur façon de voir. Donc, sachez que dans cette négociation-là, vous faites quand même affaire en général avec des gens qui ont un sens de la négociation qui est assez raffiné. Juste pas tomber dans les petits pièges faciles comme je viens de vous dire, dans le fond, mais ce que je veux surtout mettre l'emphase, c'est de dire il n'y a aucune raison en cours de négociation que vous ne compreniez pas 100% de ce qui est discuté, de ce qui est fait. Il n'y a rien d'assez mystérieux qu'un étranger ne peut pas comprendre en Chine. Des fois, c'est différent. Il faut comprendre que, en termes, on va voir tout à l'heure, mais la façon de faire des affaires, les réglementations qui régissent déjà les affaires, la comptabilité, un paquet de choses, c'est très différent en Chine d'ici. Mais ceci étant dit, vous pouvez trouver des gens vont vous aider, des gens vont vous conseiller. Il n'y a aucune raison, et s'il vous plaît, ne signez pas quelque chose dont vous n'avez pas complètement la compréhension que quelqu'un vous a pas expliqué. Surtout du monde intelligent comme vous autres, si vous ne comprenez pas, c'est pas normal. Okay? Puis, si vous voyez que ça n'a pas l'air, slow down. C'est plus important d'avoir un bon prix, surtout sur une transaction de cette envergure-là, mettons qui serait exemple de rentrer dans le marché chinois pour votre produit, que de faire ça rapidement. Ici, ça c'est mon fameux exemple que je dis canadien, évidemment, de dire c'est quoi votre courbe de croissance vers la Chine. Je dis mettez un bâton de hockey au sol, là, puis ça va être pas mal ça, qui est de dire ça va être plat pendant pas mal longtemps avant que ça aille. Quand c'est difficile, il y a des échecs, il y a des écueils, il y a une compréhension, il y a des modifications de votre produit à faire, il faut peut-être traduire, il faut développer une équipe, il faut voyager. Là, vous êtes sur la partie du hockey stick là, quand même assez longtemps. Mais quand vous frappez la blade, par exemple, soyez prêts parce que ça lève vraiment. J'aime donner l'exemple d'une compagnie qui s'appelle Samajam. Samajam, c'est un petit, la majorité des gens ne connaissent pas ici à Montréal, mais c'est une compagnie montréalaise qui fait des shows pour enfants. Samajam avait fait en 2016, il avait fait, je ne me souviens pas, peut-être 20 ou 25 shows pour enfants au Québec. Quand même bien, un show 2 semaines au Québec, dans ce domaine-là, c'est très bien. Puis on a travaillé, on était sur le blade, mais maintenant, quand ils ont frappé la blade, ils ont signé en Chine 1600 shows. Je ne sais pas si vous voyez que c'est un extrême de dire de partir de presque trop slow à trop rapide. Cette transition-là, souvent pour les projets vers la Chine, elle existe vraiment. Qui est de dire il y a vraiment 1,3 milliard de personnes. Le GDP, il est vraiment à 2 tiers du GDP américain. Si vous avez un produit ou un service que la Chine décide, puis au hit de 20, là, ça rentre après. Donc, souvent, la transition qu'on voit avec nos clients, surtout en market entry,
c'est cette adaptation-là de voyons, il se passe jamais rien en Chine, ça fait déjà 1 an qu'on essaie de faire des efforts avec notre partenaire et tout. Ah, oh my God, il faut livrer genre 30 conteneurs dans le prochain mois. Donc, préparez-vous à cette transition-là, parce que dans le meilleur des cas, vous allez voir que quand ça part vraiment fort. Un item qui est peut-être un peu technique, mais c'est important de la faire, c'est que de façon générale, c'est pas toujours vrai, mais c'est vrai qu'en général, les entreprises ici, au Canada, on est plus sur des modes de gestion, je dirais, de consensus, d'écouter, à la limite, c'est porte ouverte, mettons, vous voulez aller parler au patron, vous pouvez aller le voir ou la voir, lui poser des questions quantifiantes. En Chine, c'est encore un petit peu plus militaire, un petit peu plus outdated comme système de gestion, qui fait que de façon générale, le CEO, les VP, les gestionnaires, après ça, les employés, cette structure hiérarchique-là est quand même encore, de façon générale, très respectée. Puis, ce que ça crée comme situation, c'est que nous, on est habitués à aller voir le patron, tout ça, ou la patronne, puis rentrer dans son bureau. En Chine, tant que c'est moins présent dans la relation qu'on a entre nos entreprises canadiennes et les entreprises chinoises, de façon générale, ça coule mieux si on se fait une dizaine de petits champs pour déterminer du début qui parle à qui. Ça, c'est vrai en affaires en général, de toute façon, entre les entreprises, mais encore plus avec la Chine. Parce que si on envoie quelqu'un ici que sur sa carte d'affaires, c'est écrit qu'il est, je ne sais pas moi, vendeur, par exemple, puis qu'il va parler au CEO d'une grande entreprise à Shanghai, ça se passera bien, le CEO va avoir le sentiment qu'il n'est pas respecté, puis à l'inverse, est vrai aussi, si c'est le CEO qui va parler aux vendeurs dans l'entreprise chinoise, là, ils vont dire que ça ne doit pas être une vraie compagnie, il vient parler juste aux ventes. Donc, essayer de travailler sur ces... de façon générale, on fait quand même toujours ce petit exercice-là quand vous développez le mode de collaboration avec votre partenaire chinois. Bon, en Chine, il y a quelque chose qui est un peu différent. Ici, à la limite, là, mettons, c'est des entrepreneurs, vous pourriez dire, bon, je vais partir en affaires, ça fait que là, qu'est-ce que je vais faire cette année? Je vais créer ma compagnie. L'année prochaine, je vais encore décider qu'est-ce que je vais faire avec ma compagnie. C'est genre, cette année, tu crées ta compagnie, bon, mettons, ETS, Newly Grad incorporé, puis l'année prochaine, dans le fond, vous pouvez décider, bien là, finalement, je vais faire des souliers en cuir, ou non, finalement, je vais devenir consultant international, ou je vais faire de la logistique, ou faire des prothèses. Mais en Chine, c'est pas comme ça. En Chine, il faut que tu décides avant d'appliquer qu'est-ce que tu veux faire. Puis, ça s'appelle un business scope. Puis, ton business scope que tu as sur le papier, que quand tu as ta compagnie, c'est écrit. Il faut que tu décides avant, tu veux faire des souliers en cuir ou tu veux faire de la logistique internationale. Si tu décides que tu veux faire des souliers en cuir, bien, sur le papier que tu as, c'est écrit fabricant de souliers en cuir. Okay? Fait que c'est ça que tu as. Ça, c'est ta licence que tu ouvres. Tu as ton nom de compagnie, ta compagnie, le capital que tu as investi, et toi, tu peux faire des souliers en cuir. Mais ça, c'est important parce que, mettons qu'on retombe sur notre exemple de prothèse, puis là, mon partenaire avec qui je viens de signer que mon contrat, c'est que mon partenaire, c'est lui qui va me représenter pour vendre mes prothèses technologiques en Chine. Bien là, si c'est son business license, c'est écrit que lui fait des souliers en cuir, ben ça ne marche pas. Il ne peut pas vendre ça. Il ne peut pas légalement faire le contrat avec lequel vous allez signer. Quelque chose d'aussi simple que ça, ça arrive, je vous dirais, une fois sur 3. La situation étant qu'il y a un ami qui connaît un ami, ou quelqu'un qui a rencontré, ou tout déjà, ça peut être fait comme il y en a au début. Surtout dans les firmes d'investissement ou justement real estate, comme on voyait au début, c'est que les partenariats se signent entre des entités que légalement, ils ne sont pas capables d'exécuter le contrat qu'ils font. Donc, c'est la classique de dire, ben oui, j'ai signé le contrat, mais c'est mon cousin ou mon ami ou une autre personne qui va venir faire l'exécution en arrière. Quand ça travaille à petite échelle, c'est pas trop mal, mais le moindrement que ça monte à grande échelle, ça devient très, très problématique. Okay. Nous, des exemples concrets qu'on a en Chine, mettons, surtout parce qu'on fait beaucoup d'entertainment avec des projets du Canada, c'est de faire des ententes avec des partenaires, pas nous, mais les partenaires, qui signent avec leurs partenaires pour les représenter en Chine à vendre des shows, mais ils n'ont pas la licence pour vendre des billets de show. Donc là, tu fais quoi? Donc là, des prix avec lui, là, il dit « Ah non, excuse-moi, finalement, je ne peux pas vendre des billets de show. » Donc là, il a introduit une autre personne qui va prendre sa cote, que ça, tout ne peut pas fonctionner. Donc, c'est un élément fondamental qu'il faut comprendre de la façon de faire les affaires. Comprenez c'est quoi le business scope de votre partenaire. C'est assez facile, le moindrement, que vous parlez des gens qui connaissent. Dans le fond, c'est l'information publique, c'est le fun. Une fois que vous avez le nom de la compagnie ou de votre partenaire potentiel, vous pouvez aller directement sur un site web, c'est écrit c'est qui l'actionnaire, c'est quoi son business scope, c'est quoi son adresse, tout est là. Même toute l'information que tu as besoin au
presque tout à propos du partenaire. C'est des informations financières qui sont plus difficiles à obtenir en Chine. Je vous recommande fortement d'aller checker dans le bureau de votre partenaire pour savoir exactement qui vous faites affaire. Puis, pour revenir un petit peu au point que je disais au début, là, vous êtes allé en Chine une semaine dans le cadre d'une délégation gouvernementale pour trouver votre partenaire. Vous avez passé 2 heures finalement juste à chercher des partenaires et 38 heures à visiter la Chine. Puis là, il y a 1,3 milliard, 1,35 milliard de Chinois en Chine. C'est quoi la probabilité que le partenaire avec qui vous allez signer, s'il est vraiment le meilleur partenaire pour vous à long terme en Chine, la probabilité c'est 0. C'est sûr que c'est pas lui ou elle. Donc, mais quand on regarde les contrats qui ont été signés, par exemple, dans la deuxième semaine, typiquement, c'est avec ce partenaire-là, la personne va avoir signé l'exclusivité, pas de quota de vente, pas d'exigence à perpétuité. Donc, voyez-vous, souvent, puis on a des exemples vraiment concrets de ça, de faire que faites attention quand vous faites votre première entente. Déjà, la Chine, c'est grand, de bien comprendre votre partenaire. Faites quelque chose qui fait du sens des deux côtés. Limitez-le certainement, mais lui, il va avoir des exigences sur vous aussi, et ça, c'est normal. Il va vouloir exiger des choses de vous, puis ça, vous pouvez l'accepter si vous êtes à l'aise avec ça. Mais vous aussi, dans le fond, mettez-vous dans une situation où, si 2 mois plus tard, il ne répond plus au téléphone, et elle, là, à ce moment-là, vous avez des recours pour être capable de sortir, puis peut-être trouver le meilleur partenaire pour vous. Bon, la propriété intellectuelle, c'est... là, j'ai une version simplifiée parce que jusqu'à aujourd'hui, là, c'est le fun, c'est des ingénieurs, mais jusqu'à aujourd'hui, souvent, il y a des avocats dans la salle, des avocats, mais on ne parle pas beaucoup de propriété intellectuelle parce que c'est un sujet très légal, tout le monde a son opinion sur ce sujet-là. Je peux quand même vous dire que de façon générale, il y a des pièges. Okay? Mettons que vous dites, OK, j'ai trouvé, mettons, un partenaire en Chine qui va vendre ou qui va produire ma nouvelle prothèse mécanique que j'ai inventée dans ma nouvelle compagnie. OK? Bon, qu'est-ce que vous allez faire la première étape? Normalement, vous allez signer un NDA. OK? Fait que là, dans le fond, vous allez y envoyer son NDA, le Non-Disclosure Agreement. Vous allez les trouver. Là, tu as une version en français, tu vas dire, ça ne marchera pas. Fait que là, tu vas trouver une version en anglais. Là, ça a l'air pas pire. Tu vas l'envoyer, tu vas la signer, tu vas l'envoyer à ton partenaire qui va signer aussi. Tu vas te le renvoyer par scan. Ce document-là, qui est ton NDA, format canadien, écran en anglais, signé par les 2 parties, ça vaut absolument rien en Chine. 0. OK, c'est une carte de Noël. Fait que là, dans le fond, pourquoi? C'est quoi? OK, bon. Fait que là, qu'est-ce qui ferait que mon NDA aurait de la valeur en Chine d'abord? Ben déjà, OK, en Chine, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais pour rendre le document légal, ça prend les étapes de compagnie. Okay? Donc, premièrement, appelez un avocat, ça c'est mon... Vous trouvez quelqu'un qui sait comment faire, ça c'est mon... Tu devrais toujours mettre le disclaimer, I am not a lawyer, là. Mais ce que je vous dis, c'est quand même tout à fait vrai, c'est basé sur l'expérience, ça arrive presque systématiquement. Donc, il y a plein de problèmes. Donc, il faut vous étampiez par votre partenaire avec l'étampe. La personne qui signe, il faut qu'elle ait l'autorité de signer pour l'autre entité. C'est des choses qui ne sont pas toujours faciles à vérifier. Idéalement, c'est le représentant légal de l'entité avec qui vous signez. Un scan, ça n'a pas pouvoir de loi en Chine. Il faut que ça prenne une copie originale pour qu'il puisse sentir l'encre sur le papier. On s'est même fait refuser des contrats parce qu'on n'avait pas la bonne type d'encre qui avait été utilisée. Ça prend un certain type d'encre en Chine pour être capable de reconnaître un contrat légalement. La façon que les clauses sont montées, c'est un petit peu différent, assez proche quand même, mais c'est assez différent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un contrat en anglais peut être légal en Chine si la clause le mentionne, mais c'est sûr que ça ne reste pas pour le partenaire. Typiquement, les contrats vont être français et chinois les deux. On va désigner laquelle des 2 langues. Typiquement, le chinois va avoir préséance. Vous faites juste vous assurer que la traduction a été faite de façon fidèle. Parmi un paquet d'autres problèmes. Okay? Mais grosso modo, puis c'est pas juste NDA, c'est NC, NDA, Non-Circumvention. Ça, c'est vrai, pas juste pour la Chine, en général aussi. Essayez de faire des contrôles. C'est pas juste une protection d'information, le fait qu'il ne peut pas circumvent pour aller voir votre client ou vos fournisseurs directement. Donc, je dirais que les 2 plus grandes erreurs qu'on voit en market entry là, sur une phase de préparation, la première, c'est que les entreprises ne déposent pas leur trademark. Puis, mettons, si vous avez une marque, mettons la prothèse des grands champs, OK? Ma prothèse des grands champs, là, j'ai mon brand ici au Canada.
Si je ne l'ai pas déposé en Chine, et ça, c'est l'exemple classique du reverse lawsuit là, qui est arrivé à plusieurs reprises, même à des entreprises de Montréal. Le reverse lawsuit, le trademark lawsuit, c'est que la première année, tu t'en vas en Chine avec ton produit, ton brand, tu le présentes à des partenaires potentiels, des clients, mais évidemment, au fond de la salle, il y a 2-3 concurrents ou il y a 2 personnes qui se sont insérées sans que tu t'en rendes compte. L'année d'après, tu retournes avec ton produit, tu dis parfait, la deuxième année, là, on va continuer à pousser, la Chine, c'est un beau marché pour nous, mais c'est la deuxième année que tu te fais poursuivre. Parce que dans l'année entre les deux, il y a quelqu'un qui a pris ton brand, qui a pris ton. Parce qu'en Chine, c'est pas first to market, le trademark, c'est first to file, légalement. Donc, c'est la première personne qui arrive avec bonjour, j'ai votre trademark, voici comment il s'appelle, voici mon logo. Et puis, si il n'y a personne d'autre qui a passé avant vous au comptoir, parfait, stamp. Ça prend quand même du temps, c'est 3 à 18 mois, mais quand même, c'est first to file. Donc, les deux principales erreurs, comme nous on voit, qui sont basiques. La première, c'est si vous voulez pénétrer le marché chinois, si vous voulez, protéger votre trademark avant de commencer à faire la diffusion commerciale, et 2, toute la gestion, je dirais de façon générale, votre gestion contractuelle, parce que là, on parle du NDA comme étant illégal, mais c'est la même chose pour vos autres contrats, dans le fond. Si vous avez votre contrat de partenariat, etc. Si les contrats ne sont pas faits de façon à être reconnus en Chine, même en fond, ils n'ont aucune valeur. Disaggregation. Donc, ça, c'est toujours dans le mode de. Là, ça, c'est plus technique, c'est plus intéressant, mais comment vous protégez votre. Si votre produit, vous voulez le fabriquer en Chine, comment vous allez protéger le fait que votre usine, dans le fond, ne viendra pas voler votre idée et partir en parallèle avec ça, le classique. Ben, là, c'est tactique. Premièrement, ben, il faut que tu signes un vrai NDA avec ton partenaire, ça c'est bon. By the way, l'idée des étapes, c'est l'idée aussi d'attacher les entreprises, mais c'est aussi pour attacher les gens. Je m'explique. On avait une situation où on avait justement un produit innovant canadien qui devait être fabriqué par un fabricant chinois. Puis, dans le cadre de la négociation, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient dans la conversation confidentielle qui faisaient partie de l'entreprise, mais l'ingénieur, le principal expert technique du projet, il n'était pas de cette compagnie-là, il était en maison, c'était un sous-contractant du projet. Donc, lui, en fait, n'était pas lié par le NDA, il n'était pas lié par les enjeux corporatifs qu'on avait. Donc, il a fallu, quand on l'a réalisé légalement, c'est correct, on a dit parfait, lui, il ne fait pas partie de votre entreprise, il n'est pas contractuellement ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette personne-là passe son pouce sur chose comme un délai et qu'il mette son étape de pouce sur le contrat. Okay? Je vais vous dire que, on entend souvent en Chine dire la négociation commence après que le contrat est signé, là. Mais je vais vous dire que quand la personne sait qu'il va mettre son étape, là, son pouce là, sur la fin, la négociation du contrat, elle commence pas mal là. Il est vraiment, là, soudainement, il devient vraiment intéressé. OK, c'est quoi les clauses punitives? Qu'est-ce qui arrive si on va l'idée? Fait que juste de voir aussi cette dynamique-là, de comprendre, dans le fond, la mécanique d'affaires, qu'est-ce qui bâtit les contrats, c'est sain, là. Ça crée une pression, soudainement, quand votre partenaire commence à comprendre que, vous savez, il ne s'en sortira pas. Puis que vous êtes d'égal à égal, ça crée une dynamique qui est vraiment différente, qui ne flotte pas là, comme ce que vous verriez si vous y allez trop sans être professionnel. Le dernier point, qui est typiquement, je dirais, presque canadien, et make friends. C'est important de comprendre votre partenaire aussi. On en a parlé un petit peu au début, mais ultimement, si votre partenaire chinois, vous avez pris le temps de comprendre ses motivations, pourquoi il fait affaire avec vous, peut-être même que vous pouvez l'aider à d'autres égards dans son entreprise, dans ses projets. Si vous avez réussi à développer ce close relationship-là avec votre partenaire, la probabilité qu'il vole votre idée par la suite et qu'il devienne soudainement ennemi, là, ils sont considérablement réduites. Ça n'empêche pas l'importance du contrat, mais je vous dirais, nous, dans la pratique, on finit par développer des relations qui sont suffisamment étroites avec nos clients et nos fournisseurs en Chine, qui font que quand on maintient la relation, dans le fond, ce risque-là est essentiellement inexistant. Trade war. Fait que, je vais pas trop prendre de temps là-dessus, peut-être parce que c'est plus un enjeu de trade, puis la limite légale aussi, mais quand même, comme vous savez, la Chine, vous avez sûrement lu ça maintenant le trade, c'est maintenant politique, c'est politicization of trade. Donc ça crée plusieurs. C'est un gros disruptor, dans le fond, dans le domaine du trade international en général. Mais la question qu'on se fait souvent poser, c'est de savoir, OK, mais ça va mener à quoi? C'est quoi exactement qui se passe du côté chinois?
une fois que la première réaction, c'était retaliation, right? C'était de dire ils ont appliqué contre les États-Unis, dans le fond, exactement les mêmes niveaux de taxes. Ça ne pouvait pas être sur les mêmes produits parce que, comme on va regarder ensemble, ce que la Chine achète des États-Unis et ce que les États-Unis, des deux côtés, vers la Chine, ou que la Chine aux États-Unis, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, ça ici, c'est comme le rond de ce que les États-Unis vendent à la Chine, puis ça, bien, là, c'est la moitié du rond de ce que la Chine vend aux États-Unis, puis ça, c'est le rond là est pas mal plus gros que le rond là, c'est ça qui explique l'inconfort puis la guerre, finalement, là, puis la popularité politique aux États-Unis de faire ça. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que qu'est-ce qui se vend, c'est complètement différent. Qu'est-ce que la Chine vend aux États-Unis en boring? C'est sûr, c'est l'électronique, comme tu comprends, puis les équipements médicaux. Donc, c'est vraiment l'électronique, ça, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que les États-Unis vendent exactement à la Chine? Ça, c'est moins connu. Les États-Unis, qui ont été touchés par les nouveaux tarifs, numéro un, c'est les avions. C'est Boeing. Fait que, donc qu'est-ce qui va arriver next? Ben, justement, coïncidence, la Chine se lance dans l'aviation commerciale. Le C-919, le nouvel avion qui est fait par une entité complètement chinoise, il a fait son vol inaugural il y a environ 3 ou 4 semaines. Qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr, c'est que la Chine va développer une autonomie, dans le fond, au niveau de la fabrication d'avions commerciaux. Il y a encore des choux de ce côté-là à régler, mais quand même, c'est clairement ça qui va arriver comme conséquence. Le deuxième, c'est Soybean. Fait que là, on serait tenté de dire, il va donc bien de soya en Chine, mais c'est pas ça tellement. En fait, la majorité du soybean qui sont achetés des États-Unis, ça sert pour alimenter les porcs, l'industrie du porc en Chine. Donc, la presque totalité, je ne me souviens pas, 80-90%, en fait, c'est pour l'alimentation porcine. Donc, coïncidence encore, soudainement, dans les nouvelles, depuis environ 2 mois, il y a un énorme exercice actuellement en lieu en Chine pour être capable de revoir. Là, ils ont commencé à dire peut-être que le soybean, c'est pas tellement bon pour les porcs, que là, ils vont peut-être commencer à changer l'alimentation. Le Brésil, il y a eu une entente spéciale avec le Brésil, qui est le deuxième plus grand fabricant de soybean pour fournir ce produit-là vers la Chine. Puis, à l'interne, dans le fond, ils vont essayer de réduire la dépendance, dans le fond, soybean pour leur économie, surtout porcine. Cars, ben ça, on a parlé un petit peu au début, le fait que la direction, dans le fond, de l'industrie automobile, c'est vers l'électrique, c'est vers éventuellement autonomous driving. Donc, et là, la Chine investit immensément. Déjà, je ne sais pas si vous aviez vu là, le petit graphique à côté ici, ça, c'est le pourcentage, dans le fond, dans différentes classes de produits qui sont déjà faits domestiquement. Ce que ça veut dire maintenant, c'est que la Chine est déjà le plus gros acheteur de véhicules électriques au monde, déjà. Et de cette demande domestique-là, qui est la plus grande au monde, ils s'auto-fournissent déjà aux 2 tiers. Donc, ils sont déjà dans la direction de se rendre autosuffisants le plus possible au niveau du véhicule électrique. Puis, on sait évidemment qu'on a vu un petit peu en début de présentation, les investissements en AI, mais même si on regarderait des choses qui sont vraiment, vraiment spécifiques, mettons, à l'autonomous driving, les LiDAR, LiDAR, toutes ces technologies-là, il y a des investissements énormes, des entrées en bourse. C'est clair et net que dans cette direction-là, éventuellement, la Chine va pouvoir devenir, dans le fond, moins dépendante sur les États-Unis pour ce type de produits-là. Ce qui nuit un peu aux États-Unis, d'ailleurs, peut-être même au Canada, je vais faire attention, je vais pas utiliser les politiques ou bashing, mais tu sais, les automobiles américaines ne sont pas si cool, c'est pas italien ou allemand. Donc, à la limite, c'est plate à dire, mais le moindrement que les brands chinois commencent à prendre, sont à bon prix, puis commencent à prendre des parts de marché, ça va prendre du temps avant qu'ils prennent la place de Ferrari, là, mais Buick, ça risque d'arriver quand même assez vite. Donc, par le bas, dans le fond, tranquillement, ils vont commencer à couper ce volume de business-là qui a lieu entre les deux pays. Une autre chose que je veux vous expliquer en Chine, c'est qu'en Chine, la gouvernance d'une compagnie, c'est totalement différent de la gouvernance d'une compagnie au Canada. Okay? Au Canada, à toute fin pratique, si vous avez, par exemple, 75% des actions, mettons que vous avez 60% des actions d'une compagnie classable, puis c'est pas mal, ça va bien votre affaire. Vous allez avoir 60% des profits de la compagnie. Vous
contrôler la compagnie aussi au niveau des décisions. Okay? Il peut être fait par d'autres, dans les conventions d'actionnaires ou par des décisions sur le board. Mais fondamentalement, là, la journée que vous signez votre compagnie à 60%, vous la contrôlez. Tout va bien. En Chine, mettons que tu tombes. Mettons que un exemple. Donc, tu as créé une compagnie avec un partenaire, une joint venture avec un partenaire chinois et vous avez 60% de la compagnie. Ça veut dire que vous avez 60% des profits. Super, bon, c'est bien. Mais ça veut absolument rien dire au niveau de la gouvernance. Qui prend les décisions dans votre compagnie, c'est pas géré par ça. Il y a deux paliers. Okay? Le premier palier, c'est ce qui s'appelle les étampes. Okay? Donc, les étampes corporatives en Chine, on en a parlé un petit peu tantôt au niveau des contrats. Bon, il y en a 7 types. Mais maintenant qu'on met l'emphase sur ces 3 types-là, puis c'est quelque chose sur lequel je vais mettre l'emphase. Si vous avez l'étampe principale de la compagnie, le company stamp, si vous avez le stamp qui représente la signature du représentant légal, le legal representative stamp, et vous avez ce qui s'appelle le financial stamp, qui est une étape, dans le fond, qui vise à représenter votre comptable, la personne qui gère la comptabilité dans votre entreprise. Si vous avez ces 3 stamps-là dans vos mains, okay, vous allez à la banque, vider le compte en cash, mettre ça dans une valise, partir ailleurs, ciao, bye, c'est fini. Donc, vous avez le contrôle total de la compagnie en ayant ces 3 étampes-là dans vos mains. Imaginez, c'est difficile à comprendre, c'est même à la limite presque illogique. Factuellement, c'est sûr que la personne au comptoir va peut-être dire, il me semble, je ne l'ai jamais vu avant, puis mais dans la pratique, là, légalement, c'est vraiment ça qui peut arriver, et c'est arrivé pour les entreprises canadiennes. Souvent, ce qui arrive, c'est que mettons, tu as une division canadienne pour ta compagnie en Chine, le représentant légal, il est insatisfait ou il est en négociation de salaire ou il veut quitter quelque chose comme ça, la situation s'en revient. Mais là, cette personne-là a un poids. Si, mettons, il y a de l'argent dans le compte en Chine, c'est ultra vulnérable à cette personne-là. Donc, le premier palier, dans le fond, c'est de venir pour avoir un contrat, vous pouvez faire des statuts de limitation, vous pouvez limiter dans ses pouvoirs. Évidemment, si vous voulez, achetez-vous un safe, essayez de contrôler vos accès, mettez-les pas les 3 en même place, le comptable a ça, mettons, moi j'ai lui, vous voyez ce que je veux dire. Mais, puis normalement, là, je ne sais pas avec moi, les 3 sont en Chine. Fait que, là, actuellement, en fait, en Chine, peut-être qu'il y aura plus d'argent comme ça. mais mon épouse est là, c'est elle qui a ça dans le sensé à côté de son bureau. Fait que, ce qui nous ramène sur le sujet de la relation de moi et mon épouse, mais c'est pas non, mais ça va bien ça aussi. Après ça, donc je voulais juste mettre l'emphase sur, à partir du moment où si vous décidez, OK, je pars en affaires en Chine, comprenez que les étampes, c'est pas juste des petites affaires qui font de la belle couleur sur les documents. Là. Il y a tout le pouvoir, dans le fond, le pouvoir exécutif est dans ça. L'autre chose, c'est que si vous créez un joint venture en Chine, vous allez avoir ce qui s'appelle un Joint Venture Agreement. C'est un document, dans le fond, qui doit être déposé au gouvernement. Okay? C'est un contrat, mais qui est statutaire aussi. C'est dans ce contrat-là que ça va déterminer c'est qui contrôle vraiment la compagnie. Okay? Typiquement, les templates, ça dit le board contrôle la compagnie. D'après ça, ça dit, donc c'est ça qui est écrit souvent, c'est le board. Donc là, tu dis, bon, fair enough, c'est le board. Mais moi, j'ai vu des situations où le partenaire canadien n'avait pas trop réalisé cet aspect-là. C'est que là, ils sont comme 5 assis à une table, les 3 partenaires chinois, les 2 Canadiens qui sont là, on s'entend bien, ça va être fun, c'est beau, parfait. Fait que là, ben écoute, on a besoin de 5 personnes sur le board, on est 5 autour de la table, super. Fait qu'on va essayer de signer, on est 3, 4, 5. Pour faire, évidemment, dans ce contexte-là, ils viennent exactement donner le contrôle de leur compagnie à leur partenaire chinois. Parce que eux autres, ils ont 3 sièges sur le board, toi, on en a juste 2. Mais eux autres, ils partent en disant on a 60% des actions ordinaires, ça ne veut absolument rien dire. Ils n'ont pas les stamps, ils ne sont pas les go rep, ils ne contrôlent pas le board, ils contrôlent absolument rien. Okay? Donc, ces éléments-là, fondamentaux de faire des affaires en Chine, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Au début, quand vous êtes petit, ça commence, c'est pas trop mal, là, mais quand il commence à avoir beaucoup d'argent qui rentre dans le compte, c'est des éléments qui peuvent vraiment avoir beaucoup d'impact sur les entreprises. Jusqu'à un certain point, c'est un peu ces genres de situations-là créer les histoires d'horreur qu'on entend, là, je me suis fait avoir par mon partenaire chinois, je ne suis pas capable de sortir l'argent dans mon compte. Mais là, quand tu rentres dans le dossier, c'est comme moi, excuse, mais c'est qui a signé là? Oups, c'est qui a fait ça là? En fait, c'est des gens qui sont allés trop candidement au début de faire des choses, je ne peux pas les nommer, c'est complexe, mais
là, on est souvent intelligent, on est ici pour comprendre, on va avancer. Prenez le temps de comprendre ces éléments-là de contrôle de compagnie, qu'est-ce qui rend les contrats légaux, la façon de faire. Vous êtes encore plus respecté par votre partenaire chinois dans le fond si vous le faites. Donc ça, c'était le petit sujet sur les stamps. En terminant, je voudrais juste vous dire que la Chine, c'est. Vu de l'extérieur, la Chine, ça ressemble un peu à ça, le genre de gros poulet. Là. Puis c'est tout uniforme, c'est tout blanc. Right? De la Chine, là, quand tu es à l'intérieur de la Chine, tu as plus l'impression d'être en Europe que d'être en Chine. T'sais. Comme, mettons, Shanghai versus, je sais pas moi, mettons, Shanxi, c'est complètement différent en termes de niveau d'avancement, le salaire moyen, un peu quelque chose. Donc, puis pourquoi je mets l'emphase là-dessus, c'est que souvent, mettons, ça ne veut pas dire qu'on pense souvent que la meilleure ville, mettons, pour un nouveau produit, c'est de rentrer à Shanghai, exemple, regarde, ça donne plus cosmopolitain, plus international, mais dans plusieurs classes de produits, Shanghai, en fait, c'est presque totalement saturé. L'exemple de Shanghai, c'est le vin rouge, exemple. Écoutez, si vous voulez vendre du vin rouge à Shanghai, là, allez en ligne à 1000 personnes en avant de vous, là, pour essayer de proposer ça au dépanneur du local, là, mais vous ne réussirez jamais. C'est complètement saturé. Dans le cas il y a plusieurs autres produits, mais dans les autres villes ici, dans le fond, on tombe dans les marchés qui sont beaucoup moins saturés. Souvent, déjà, qui sont gros, là, je ne sais pas si Henan, c'est 110 millions d'habitants, il y a du monde. Fait que juste là, personne n'a jamais entendu parler. Hein? Mais donc, ça vaut vraiment la peine déjà aujourd'hui, dans la plupart des cas, de commencer tout de suite, même tout de suite en rentrant, de trouver un bon partenaire, de ne pas juste penser Shanghai, commencer tout de suite à penser à des marchés secondaires, parce que les principaux marchés, le premier tiers sont déjà très saturés. À Shanghai, il y a 600 nouveaux produits qui rentrent sur le marché tous les jours. C'est saturé. Donc, gardez ça en tête. Puis, il y a des notions de dialecte aussi. Il y a un paquet d'autres choses qui font que c'est. Comme par exemple, moi, ma conjointe, mon épouse, elle vient de Henan. Henan, ils ont leur propre dialecte local, le renanois. Puis, je vais vous dire, c'est pas mal. Moi, je parle chinois, là, mais je parle plutôt hongrois, comme le dialecte qui est plus ici, dans le nord de le coin de Shanghai, de Beijing. Mais qui est quand même compris en général parce que c'est comme le chinois des nouvelles du soir. Mais je vais vous dire, quand elle me parle, là, je suis concentré, là, ça c'est mon moment de concentration maximum dans l'année, c'est quand j'essaie de comprendre des jokes à ma belle-mère en renanois. Je vous dis ça pour vous dire que, même si vous avez compris la Chine, vous avez compris Shanghai, il y a à l'intérieur de la Chine des spécificités qui sont très importantes à voir. Dans certains cas, ça va contre vous, mais dans d'autres cas, ça peut vous être favorable. Déjà aujourd'hui, la majorité, mettons, avant les camps d'été ici, de FI à Shanghai, ici à Montréal, on en a beaucoup en Chine, ben, le focus, c'est plus Shanghai puis Pékin, le focus, c'est Tier 2. L'année passée, on a vendu 60 étudiants à Henan. Donc, de plus en plus, dans le fond, pour être capable de vendre ce type de produit en Chine, les marchés principaux sont saturés. Donc, on va dans les écoutez, c'est ce que je voulais vous raconter ce midi. J'espère que ça va être intéressant pour vous. Si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Il reste peut-être 5-10 minutes. Merci. Si quelqu'un a des questions, Calbro est là pour répondre. Oui, une question. Dans le fond, c'est-tu le principal aspect quand on regarde, quand on a eu de nouveaux produits, c'est-tu préférable de viser, mettons, justement, un bon état de la Chine pour qui est plus favorable à notre produit, ou c'est sensiblement pareil? Moi, je pense que la question se pose vraiment aujourd'hui, à savoir, on ne peut pas prendre pour acquis qu'un nouveau produit, il faut rentrer à Shanghai, les marchés sont tellement saturés. Moi, je pense que oui. Ça vaut la peine d'emblée de commencer à rentrer, voir s'il n'y a pas de possibilité de rentrer avec un nouveau produit sur le marché. Le deuxième ou le troisième tiers, c'est moins compétitif. Le potentiel upside est aussi grand que les grands marchés. C'est sûr que ça rend ça un petit peu plus complexe parce qu'il y a c'est moins en anglais, c'est moins international. Il va y avoir un peu plus de distance culturelle entre vous et votre partenaire de façon générale. C'est probablement bien. Mais nous, on est à Shanghai. Tu peux trouver aussi des partenaires de Shanghai, ou peut-être un distributeur de Shanghai que lui ou elle peut t'aider à rentrer sur le marché chinois. Mais tu sais, mettons Cirque du Soleil, mettons Cousin Cirque du Soleil, on était impliqués, j'étais dans toutes les premières. J'étais là à Shanghai, à Pékin, à Shenzhen, à Changsha, mettons. Fait que, mettons, tu es à Shanghai, à la fin de la première, le monde, c'est comme,
enthousiastes, niveau genre 20%. Après ça, là, ils vont à Pékin, OK? À Pékin, c'est comme boring, tu sais. Ils sont là, mais aucun enthousiasme. C'est comme, bon, aujourd'hui, on a ça, on a un autre show demain, on aura un autre show. Je l'ai vu à Vegas anyway. C'est comme, ça change rien. Après ça, t'as Shenzhen. Oh, Shenzhen! Là, ça commençait, là, ça participait. Même pendant le show, le monde applaudissait. Ça a fait une wave à un moment donné. Oups, là, tu sens le niveau d'enthousiasme qui commence à monter pas mal. Puis le dernier stop, c'est Hunan. J'étais là la première. Hunan, c'était fou raide dans la salle. L'ovation debout. Ils applaudissaient. Les artistes sont venus 2-3 fois sur le stage. Je vous dis ça pour vous dire que, même dans le cas d'un produit comme Cirque du Soleil, même là, les gros marchés ont déjà un certain niveau de saturation, jusqu'à un certain moins d'intérêt que les marchés secondaires. Si, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Non, moi j'en pose une. Oui. Et quelle technique vous nous conseillez si on va aller chercher un partenaire? Oui. Comme quelle approche ou Moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de missions en travaillant en partenariat avec mettons, soit le consulat aussi, dans le fond, des ministères de développement économique. Je pense que la mission, ça reste quand même vraiment une belle formule parce que la crédibilité du gouvernement, la seule chose que je recommanderais dans le cadre des missions, j'en parlais un petit peu au début de la présentation, c'est d'essayer de ne pas le voir comme un voyage de touriste. T'sais. Regarde, faites la mission, trouvez-vous un bon partenaire, faites l'argent, puis là, vous pouvez revenir comme touriste. Ça va être bien plus le fun avec l'argent. Fait que là, mais dans la première partie, restez vraiment focusé sur trouver le partenaire, poser des questions, checker vos informations. À la limite, dans le fond, j'aimais ça. J'avais vu certaines entreprises qui étaient, même ils poussaient certains événements de souper ou de courtoisie pour essayer de fitter encore d'autres meetings, des gens qui avaient peut-être plus sur LinkedIn, qui avaient travaillé, qui avaient trouvé sur Google. Donc, donc deux choses. La première, c'est de travailler, je pense, avec les paliers gouvernementaux. Deuxièmement, c'est que quand vous allez la première fois, restez focus. Vous n'avez pas une grosse fenêtre pour trouver ça. Puis cette détermination-là va avoir énormément d'impact sur le futur succès ou l'échec de l'entreprise en Chine. Merci. S'il y a d'autres questions? Ça fait passer d'avoir le PowerPoint. Oui, je peux partager. Je vais le partager dans le fond de l'organisateur, puis oui, on va le mettre sur la web. C'est notre question pour ça. Et merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup.